rog o cafea. Da, am ajuns. Bine ați venit! Premiul Goncourt pentru primul roman și alte două distincții importante pentru același Meursault contre Enquête, o carte care va avea și o versiune românească în această toamnă. Cu toate acestea, algerianul Kamel Daoud e singurul nostru invitat însoțit de o gardă de corp. Despre destinul tumultos al unui autor internațional, acum într-un interviu de la București. Dragi prieteni, bună dimineața! Ei bine, în această sâmbătă, obișnuitul nostru mic dejun cu un campion a devenit le petit déjeuner avec un champion. Cu alte cuvinte, ați înțeles exact. Sunteți invitați la o ediție bilingvă pentru că se află alături de mine nimeni altul decât laureatul recentului premiu Goncourt pentru primul roman, Monsieur Kamel Daoud. Ce matin, vous êtes mon champion, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. En tout cas, pour démarrer à bon pied, je vais vous faire une confession. Pour moi, c'est presque impossible d'avoir un bon entretien, le ventre vide. Alors, je vous invite de prendre un bon café avec moi et de dire de bons mots, pourquoi pas. Avec plaisir. Vous êtes la révélation littéraire de l'année passée, de 2014. Bună dimineața, Bună cu ce dimineața. pot să vă servesc? On peut avoir de café, de jus d'orange, de croissant. Un café pour moi, un café noir, allongé. Și pentru mine un cappuccino și un suc de portocale. Imediat. Mulțumesc. Plăcere. J'aime beaucoup ce roman. Je finis la lecture hier soir. Vous avez risqué un pari audacieux. Vous avez le courage de vous mesurer avec un classique, Albert Camus. Pourquoi Camus? Parce que Camus est un écrivain algérien qui est mort comme écrivain français, mais qui est né en Algérie, qui a écrit ses livres en Algérie. Le décor algérien est présent dans ses livres, et parce que c'est un auteur très symbolique en Algérie et en France. Et la deuxième raison, c'est un écrivain qui me fascine depuis ma jeunesse. C'est quelqu'un qui, à mon avis, était un des plus grands écrivains et un des plus grands interrogateurs du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a posé les questions du XXe siècle sur la liberté, le totalitarisme, le meurtre, le suicide. Donc pour moi, il était tout à fait légitime d'écrire sur Camus. Donc vous le considérez algérien, pas français, non? Même s'il avait un père français, non? C'est comme M. Sioran, il est roumain, il n'est pas français. Mais de plus, vous avez déclaré qu'Albert Camus fait partie de votre généalogie littéraire. Oui, et de ma généalogie historique et culturelle. Camus est né en Algérie et c'est un écrivain incontournable, qu'on le veuille ou pas. En Algérie, le discours officiel refuse Camus, mais la réalité est que c'est un écrivain qui fait partie de notre histoire algérienne. Meursault contre Enquête, votre roman qui a été récompensé par ce prestigieux Goncourt, m'a réservé une autre grande surprise. Voilà, l'épigraphe du livre, c'est une citation de Émile Cioran, le Romain. L'heure du crime ne sonne pas en même temps pour tout le peuple. Ainsi s'explique la permanence de l'histoire. Vous aimez aussi Cioran, le Romain Cioran? Cioran m'a marqué pendant une dizaine d'années. C'est quelqu'un que je vénère pour deux raisons. La première, pour sa maîtrise de la langue française. Donc il a une maîtrise pour moi bouleversante et fascinante de la langue française. Il a un amour pour la langue française. Et la deuxième des choses, c'est un philosophe d'une lucidité incroyable. J'ai aimé lire Cioran, j'aime toujours lire Cioran. Sauf qu'à l'époque, je lisais un ouvrage par mois. Maintenant, je lis 2 ou 3 citations par mois. Parce qu'il faut avoir beaucoup de force pour supporter Cioran aussi. Oh, oui, oui, c'est vrai. Vous le considérez un rebelle comme vous, par exemple? Pas un rebelle, un homme lucide. J'aime la lucidité plus que la rébellion. J'aime que les choses soient dites comme elles sont.
Il dit toujours non, il parle de suicide, il refuse, il a le courage de se disputer avec quelqu'un. Oui, mais c'est pour mieux vivre. Parce qu'une vie sans illusion, c'est une vie réelle. C'est quelqu'un qui a poussé la lucidité à un point incroyable. Et j'aime cette lucidité. J'aime ce courage, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour être lucide. J'ai lu dans un roman très ancien, un personnage qui disait à un autre, les gens ont peur de la mort. Et l'autre personnage lui répondait, non, les gens qui ont peur de la vie sont beaucoup plus nombreux. Et Sioran fait partie des gens qui n'ont pas peur de la vie. Eu am încercat să cred. Eu am trecut printr-o mare criză, mai știu eu ce, și am citit mult pe mistici. Și mi-am dat seama că în mine există o imposibilitate de a crede. Deși am fost tentat de religie și eu am citit multă vreme, am citit pe toți misticii mari, știi, și mi-au și ca scriitori, și pe conținut, și pe așa. Însă mi-am dat seama că este o iluzie din partea mea, că eu nu eram făcut să cred. Cum să spun eu, e o fatalitate, că nu pot să mă salvez malgré moi. Vous avez dit sur une page que la langue nous possède à un moment donné. Vous avez déclaré que l'arabe est en ce moment une langue fétichisée, piégée par le sacré. Effectivement. La langue arabe, je l'aime beaucoup. C'est une langue de culture aussi. C'est une langue qui transmet au monde une culture immense. Mais en Algérie, c'est une langue qui a été chargée par un dosage politique. Au lieu d'en faire une langue de culture, on en a fait une langue de politique, d'identité. Ça provoque un petit peu un malaise. Une langue doit être libre de la politique pour qu'on puisse écrire et rêver avec elle. Dès qu'on fait trop de politique avec une chose, elle meurt. Que ce soit la culture, que ce soit l'art, que ce soit les affiches, l'architecture. Dès qu'on met de la politique dans l'architecture, ça donne des blocs socialistes. Dès qu'on met de la politique dans une langue, ça donne une langue fétichisée. L'arabe, j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi, j'écris dans les deux langues, en arabe et en français. Oui. Mais le français a été une langue libre pour moi. Personne ne me l'a imposé, je l'ai appris plus ou moins tout seul. Donc c'est une langue qui me permet de rêver. J'aimerais écrire en arabe, mais aussi le marché du livre en arabe n'est pas très développé. Et j'ai un rapport presque érotique avec la langue française. Donc j'aime cette langue et j'aime rêver et fantasmer avec cette langue. Je déchiffrais dans votre roman aussi un reflet de la poésie soufie. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. J'ai été religieux pendant très longtemps. J'ai une fascination pour la spiritualité dans le monde, pour les grands mystiques, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient d'Asie ou de Perse. Et à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, mes grandes lectures ont été les grands mystiques et les grands poètes perses. Rumi. Jalal-Din Rumi, oui. Ou Hafiz de Shiraz, oui. Ou Omar Khayyam, oui. Ou beaucoup d'autres. J'ai découvert ces poètes, ils m'ont fasciné. Ils me fascinent jusqu'à maintenant pour deux choses, leur maîtrise de la langue et leur courage aussi. Merci. Et ce sont des poètes qui ont légué à l'humanité un patrimoine incroyable, vraiment incroyable. Kamel Daoud, vous avez donné un visage à cet anonyme arabe et vous avez récupéré dans cette façon une mémoire collective et peut-être un rancœur du colonisé. Oui, un petit peu, mais je ne me sens pas colonisé et je ne me sens pas décolonisé. Je pense que la colonisation a été une violence monstrueuse. Oui. La décolonisation a été un courage exemplaire. Mais dans les deux cas, moi, je n'ai pas envie de faire la guerre, ni de refaire la guerre. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai le droit de vivre maintenant. Donc, quand j'ai pris ce roman, ce n'est pas pour faire de la littérature de gauche, pour parler d'un décolonisé et donner une voie de justice à l'arabe. Non, ce n'est pas le roman d'un Algérien. C'est le roman d'un être humain qui parle sur la condition d'un être humain. Oui. La preuve est que ce roman est lu en Algérie, ce qui est normal. Il est lu en France, ce qui est normal, parce qu'on a une histoire commune de violence. Mais je trouve admirable que ce roman soit lu en Roumanie et va traduire en Roumanie, par exemple, ou bien en Chine. Il a une version allemande et italien, non? Oui, il y a en tout 22 langues. Et pour moi, c'est une fierté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire a touché quelque chose dans l'être humain, pas dans la nationalité. Donc ce n'est pas une histoire de décoloniser, non. Ça commence comme ça. Mais c'est justement pour mieux
démanteler, pour mieux déconstruire l'histoire du colonisé. La première moitié, c'est comme ça, elle fait illusion, mais la deuxième moitié, on comprend que c'est autre chose. Même si je trouve ici une voix narrative, celle de Haroun, un nom du personnage qui est mort, Moussa. Vous disiez l'arabe, mais ça c'est une étiquette pour une culture et pas une identité. C'est un repère pour un patrimoine. Exactement. Pour moi, ça me fait sourire quand on nous qualifie d'arabe. C'est comme si moi je disais aux Romains, est-ce que vous êtes roumain ou vous êtes latin? Latin, c'est un patrimoine, c'est un passé, oui. C'est un prestige, c'est un héritage. Mais ce n'est pas votre passeport. Moi, mon passeport, il est algérien. Je me sens algérien. Je suis algérien. Je vis en Algérie. Être arabe, c'est un patrimoine. C'est un héritage. C'est une grande richesse que je ne rejette pas. Mais en Algérie, ça fait un peu de... Nous avons beaucoup de conservateurs politiques. Quand on dit ça, ils deviennent un peu violents. Mais moi, je leur dis toujours, l'arabité, elle m'appartient, je ne lui appartiens pas. Donc, pour moi, être arabe, c'est... Et on est arabe sous le regard de l'autre. C'est comme lorsqu'il faut le blanc pour dire que celui-là est noir. Quand le blanc n'est pas, le noir n'est pas. En ce moment, vous êtes un bon musulman, par exemple? Bon, ça veut dire quoi? Qui fait de prières, qui a un bon rapport avec le Coran. Écoutez, culturellement, je suis musulman. Est-ce que je crois ou je ne crois pas? Je ne réponds pas à la question parce que c'est justement, je défends la liberté, que ce soit de l'ordre de l'intime. C'est vraiment intime, c'est entre moi et Dieu. Est-ce que je suis bon ou pas bon? Est-ce que je prie ou je ne prie pas? Dans les religions, je n'aime pas les rites et les dogmes. J'aime la spiritualité. C'est différent. Alors, culturellement, je suis musulman. Pour le reste, ça ne concerne personne. Je me rappelle en ce moment votre confession. Je suis l'enfant des deux prisons. L'histoire officielle, non? Exact. Et l'histoire, non? En Algérie et dans le monde arabe, on est piégé. Quand on parle de la terre, ce sont les vétérans de la guerre de libération qui disent « Nous, là, nous avons libéré cette terre, vous mangez, vous logez et vous mourrez ». Ça leur appartient. Et quand je me retourne vers le ciel et je veux réfléchir à la spiritualité, il y a les islamistes qui arrivent et disent « Non, le ciel nous appartient ». Alors moi, j'ai envie de libérer la terre, j'ai envie de libérer le ciel aussi. J'ai envie de vivre la spiritualité sans passer par le dogme religieux, sans passer par la violence politique. Ça, c'est important. Le problème de l'islam maintenant, par rapport au siècle passé, c'est qu'on a exclu la spiritualité qui faisait sa grandeur pour ne garder que la barbe et la violence, l'agressivité envers la femme, par exemple, ce qui est intolérable pour moi. Il y a une anecdote de ce roman, une histoire secrète. Vous avez dit, un jour, un journaliste français est venu chez moi. Il m'a posé quelques questions sur Camus. Exact. Moi, je suis en Algérie et dans d'autres journaux, en Europe. Je suis chroniqueur. Je fais une chronique par jour. Oui. Et donc, vous savez, quand vous écrivez pendant 17 ans chaque jour, il faut trouver, dès le matin, vous réfléchissez au sujet. Et un jour, j'ai rencontré un journaliste français qui est venu à Oran, la ville où j'habite, pour parler de Camus. Et il m'a mis en colère parce qu'au lieu de parler de l'œuvre de Camus, il parlait de Camus, est-ce que c'est un Algérien ou est-ce que c'est un Français? Donc, je suis parti chez moi et j'ai écrit une petite chronique dans le journal qui s'appelle Meursault ou l'arabe 2 fois tué. Et après, mon éditeur, il a vu la chronique, il m'a dit ça c'est un bon roman, il faut le faire. Et j'ai écrit ce roman. Ah. Alors, son opinion a déclenché tout d'un coup cette histoire, non? Je crois que l'histoire des romans, ou l'histoire d'une œuvre, ou l'histoire de quelque chose, a 2 histoires. Parfois, ce n'est que la goutte qui fait déborder le vase. Parce que ça voulait dire que cette histoire, je l'avais en tête pendant des années. Mais il faut un accident pour déclencher quelque chose. Une grande histoire d'amour, ça commence par une rencontre. Combien de temps vous avez travaillé à ce livre? Alors, comme tous les journalistes, je suis malade. C'est-à-dire j'écris beaucoup et j'écris très vite, trop vite. Donc, généralement, je fais comme tous les journalistes. J'imagine l'article d'abord dans ma tête et quand je me mets à écrire, c'est rapide. Techniquement, j'ai écrit ce roman en 1 mois. Et après, j'ai laissé ce roman dans un tiroir avec mon éditeur. On l'a laissé pendant 1 année et demie à peu près. Et après, je l'ai ressorti et j'ai commencé à le corriger. Il y a des accents autobiographiques dans ce roman parce que Moussa, par exemple, et son frère sont deux fils d'un gendarme. Lui, il était gardien. Mon père était gendarme. Mais vous savez, quand on écrit... Oui, c'est vrai. Quand on écrit des romans, on puise dans son environnement, ses amis, on prend des personnages qu'on connaît, mais surtout on puise dans sa propre mémoire, dans ce qu'on est.
tous les personnages d'un écrivain ressemblent à l'écrivain, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il y a toujours de l'autobiographie dans un roman, toujours. Vous livrez dans ce livre une vision sur la ville Oran, qui est votre ville actuelle. Et en même temps, l'image de l'Algérie contemporaine, une image tourmentée d'un régime politique qui a trop de dents et trop de rides, vous disiez. Oui. L'Algérie, c'est un pays qui a eu une très belle jeunesse, avec une guerre de libération qui était admirée par le monde. Mais le problème des héros, c'est qu'ils vieillissent mal. Un héros doit mourir jeune dans la littérature. Quand il vieillit, il devient méchant, il devient dictateur. Et ça, c'est le problème de l'Afrique en général et des pays qui ont décolonisé. L'Algérie vit maintenant très mal, pour deux raisons. La première, nous avons un régime politique qui bloque tout, parce que ce sont une génération qui ne veut pas quitter le pouvoir. Et la deuxième, c'est que nous avons la menace islamiste qui pèse. Donc on est piégé entre les deux. On essaie de lutter par là ou par là. Il y a eu des printemps arabes dans le monde arabe. Mais nous, en Algérie, les gens n'ont pas bougé parce qu'ils ont peur. Ils disent, si on reste comme ça, il y a la dictature et elle fait mal. Mais si on bouge, ce sont les islamistes qui prennent le pouvoir et ça fait mal. On est piégé entre le mal et le pire. Et on ne trouve pas de solution pour le moment. Et ça, c'est une situation de désespoir que j'essaie de décrire aussi dans ce livre, dans ce roman. Peut-on espérer, à un moment donné, dans un printemps algérien? Nous, on espère du changement pacifique. On espère quelque chose qui ne soit pas violent. En 1988, nous avons vécu ce que vous, en Roumanie, vous avez vécu presque quelques mois après, je veux dire avec la Révolution. Et nous avons vécu tous les scénarios, c'est-à-dire une révolution, des morts, et une récupération de la Révolution, et puis les mêmes gens qui changent de veste et qui restent. Nous, on espère en Algérie quelque chose qui ne soit pas violent, parce que nous avons vécu 10 ans de guerre, nous avons perdu 100 journalistes, nous avons connu à peu près 200 000, officiellement 200 000 à 500 000 morts, 1 million de déplacés. C'est énorme. Et la vie est courte et on ne veut pas revivre ça. Ce qu'on espère, c'est un changement pacifique. Ce qu'on veut, c'est vivre normalement. L'Algérie n'est pas un pays pauvre, c'est un pays qui a de l'argent. Donc on espère un président jeune, un gouvernement jeune, et on espère un changement sans payer. Parce qu'on est fatigué de payer. C'est trop. Ça fait des années qu'on paye et là on est fatigué, on a envie de vivre. Vous avez dit aussi qu'en Algérie, c'est le temps qui tue les gens. C'est le temps qui est la principale perte des hommes. Quel est votre rapport avec le temps? C'est une bonne question. Le temps m'angoisse parce que c'est comme si j'étais en train de perdre de l'argent pour rien. Parce que je peux récupérer de l'argent, mais je ne peux pas récupérer du temps. Le temps m'angoisse, il me met en colère, il m'attriste, il me fait peur aussi. Parce que je n'ai qu'une vie et chaque instant est important. Le temps m'angoisse. Quand je vois des scènes de temps qui passent, quand je rencontre des gens que je n'ai pas rencontrés depuis longtemps, ça me donne envie de pleurer parce que ce sont la preuve que le temps passe. Et je voudrais que ce temps signifie quelque chose. Je ne pense pas que le temps de la vie nous a été donné pour rien. Je ne pense pas. C'est comme si on était dans une île déserte et qu'on a beaucoup d'argent. Nécessairement, il y a quelque chose à trouver et à acheter. J'aime beaucoup dans votre roman ce reflet de miroir, cette image renversée par rapport au Camus. Qu'est-ce que signifie pour vous la mémoire? La mémoire algérienne, vous savez, elle a été malmenée comme toute mémoire de peuple dans un régime socialiste ou communiste. Oui. C'est-à-dire, tout le monde vient, chaque équipe au pouvoir vient traficoter dans la mémoire, à tel point qu'on n'en a plus envie ni de la lire, ni de l'écouter, ni de la transmettre. Il faut une grande démocratie, il faut beaucoup de courage pour restituer la mémoire aux gens, pour que les choses soient racontées. La mémoire de la guerre de libération algérienne, qui est magnifique, a été falsifiée par trop de politiques. Chaque fois, il y a quelqu'un qui enlève quelqu'un, qui le remet, etc. Je pense que vous avez, en tant qu'ex-pays communiste, dans votre pays, vous avez aussi connu ce changement de mémoire. Hier, j'ai posé des questions à des jeunes écoliers, enfin des lycéens. Je leur ai dit, est-ce que Ceausescu est enseigné dans les manuels scolaires? Ils m'ont dit oui. J'ai trouvé ça bien. Parce qu'il faut enseigner cette période de l'histoire. Nous, en Algérie, imaginez, on a des pans entiers de l'histoire qui n'existent pas, qui sont effacés, qui ne sont pas transmis aux générations qui viennent au monde. Et donc la mémoire, c'est une bataille en Algérie. Il faut revenir à la mémoire dans le manuel scolaire, dans les livres, dans la littérature, etc. Et pour le moment, il y a des blocages politiques.
Moi-même, j'ai eu l'impression qu'en ce moment, l'Algérie est en pan. Il est étouffé sur ce chape de plomb d'un régime immobile. Mais je sentis aussi le bien d'une révolte qui s'éveille un jour. S'il n'y a pas de changement pacifique, le changement deviendra violent. Et en Algérie, nous avons une équipe qui bloque totalement le changement. Et ça, c'est assez dramatique. C'est une population composée à 70% de moins de 30 ans et 70% du gouvernement a plus de 70 ans. Donc Oui. vous imaginez, c'est le 4e mandat de votre président, non, Abdelaziz Bouteflika. c'est le mandat de trop, c'est le mandat surréaliste parce qu'il a fait un mandat avec des photos, il n'est pas apparu. Nous sommes aujourd'hui descendus dans les rues d'Alger, à travers les 48 wilayas, pour revendiquer un projet de société différent de celui qui est instauré jusque-là par le régime algérien. Un régime basé sur la corruption, la fraude électorale et la répression. On demande un changement radical du système. وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح شهدائنا الأبرار أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. En Algérie, nous avons de très bons caricaturistes et une caricature que je trouve admirable, enfin deux. La première où on voit la chaise du président qui est vide, mais avec le dossier qui est une pierre tombale. C'est-à-dire, et la deuxième, c'était à l'époque des printemps arabes, où on voyait la statue de Ben Ali qui tombe sur la statue de Moubarak et tombe sur la statue de Kadhafi. Et au milieu, il y a Bouteflika qui est petit, donc ça ne tombe pas sur lui, donc il échappe. Autrement dit, le président Bouteflika, c'est le dernier civil arabe qui désire d'aller directement du palais au cimetière. C'est, oui, enfin, lui et les rois arabes aussi. Donc, en Arabie Saoudite, ils vont du palais au cimetière. En Jordanie, la même chose. En Syrie aussi. C'est des mandats à vie qu'on subit. En tout cas, pour un Européen comme moi, son image se livre comme une image pathétique. Il ne bouge pas, il ne se lève de son fauteuil roulant et en même temps, il lance de règles, de restrictions. Alors, nous sommes piégés parce que moi, je ne pense pas que Bouteflika, l'actuel président, soit quelqu'un de méchant. Sauf que parce qu'il a pris un pouvoir dans une situation où il ne peut pas garder le pouvoir, ce sont les gens autour de lui qui gouvernent. Ce sont les gens autour de lui qui détiennent actuellement le pouvoir. Et je trouve que c'est quand même tragique de piéger tout un pays par une ambition personnelle. Vous considérez que ce 4e mandat du président, c'est un choix de peur? Je crois que c'est une génération aussi qui n'arrive pas à faire confiance à la génération suivante en Algérie. Donc pour eux, j'ai l'impression qu'ils disent « nous avons libéré ce pays et si on le donne à des gens qui ne le méritent pas, il va être colonisé ». Donc ils bloquent tout changement. Mais ça, c'est comme des parents qui ne veulent pas laisser grandir leurs enfants. Un jour, les enfants partiront. Vous avez fait un choix de peur dans votre vie, un choix... Oui, dans un sens ou dans l'autre. Je n'ai pas fait de choix parce que j'avais peur. Et j'ai fait d'autres choix où je devais défendre ma liberté. Mais c'est difficile, ce sont les grandes questions de l'humanité. Quand vous avez des enfants, vous pensez à vos enfants et à vous en même temps. Parfois, vous vous dites, est-ce que je dois me sacrifier pour une population qui va l'ignorer? On sait que toute révolution mange ses enfants. Et les révolutions sont ingrates. Elles ne reconnaissent rien pour leurs enfants ou bien longtemps après. À la limite, on leur construit une stèle ici, mais pas plus. Donc, ce sont les grandes questions que se posait tout le monde dans des situations comme la mienne. Donc, je me pose la question, est-ce que je dois rester en Algérie ou est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois m'exiler? Parce qu'à un certain moment, il faut s'exiler pour pouvoir exercer son talent, exercer son art et sauver sa peau. Donc ce sont des questions que vous avez vécues dans les années 70, que nous, dans le monde arabe, on vit maintenant. Vous avez eu des écrivains ici en Roumanie. Un écrivain m'a beaucoup marqué quand j'avais à peu près 30 ans. C'est Démétrio et le dieu inconnu, Incognito. C'est un roman qui m'a bouleversé à l'époque, vraiment bouleversé, parce qu'il pose la grande question, comment survivre dans un régime fermé.
Oui, c'est vrai, la grande question de l'exil, de la... C'est ça. Oui. Et Démétriou l'a payé aussi d'une manière personnelle, parce qu'il Oui. s'est exilé, on a gardé son fils, donc c'était assez compliqué. Et j'avais lu deux de ses romans, Incognita, je l'avais lu et relu à plusieurs reprises. Je trouvais admirable cette quête de la spiritualité dans un régime totalitaire fermé. Vous écrivez pour les prix littéraires, pour vous-même ou pour le public, pour les lecteurs? Non, j'écris pour donner du sens à ma vie. Ça, c'est important. J'écris pour témoigner de mon époque. Ça, c'est important. Maintenant, si, avec le sens que je donne à ma vie, j'ai le succès et les prix, ça s'appelle la gloire. Et bienvenue pour la gloire. C'est le roman qui donne un sens à votre vie ou peut-être le journalisme? Alors, le journalisme, c'est un témoignage sur l'actualité. La littérature, c'est un témoignage sur l'histoire. Ce n'est pas le même niveau. L'actualité, vous lisez une chronique, aujourd'hui, vous jetez le journal. Le lendemain, et elle est morte. Mais elle est importante. La littérature, c'est autre chose. C'est quelque chose qui va plus profond. C'est quelque chose, c'est comme une histoire d'amour à vie. Alors que la chronique, c'est comme une rencontre de tous les jours, à peu près. Je sais bien que Rainam Raikoum, je dis bien arabe, Exact. c'est la chronique la plus lue d'Algérie. Elle vous assure une bonne image publique, non? Il vous donne de la puissance. Vous n'avez pas l'impression que le régime politique algérien vous utilise comme un alibi? Oui, bien sûr. Mais dans l'histoire de l'humanité, quand un régime utilise quelqu'un pour un alibi, moi aussi j'utilise cet alibi. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est moi qui gagne. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est les régimes qui tombent. Les écrivains ne tombent pas, ils meurent. Par contre, les régimes, ils finissent par tomber. Donc les régimes m'utilisent comme alibi, mais moi j'utilise la liberté qu'ils me donnent pour aller encore plus loin, pour gagner plus de liberté. La preuve, c'est qu'au lieu d'être enfermé en Algérie, je suis ici. Je parle de l'Algérie de manière libre. C'est parce que j'ai écrit beaucoup, c'est parce qu'un roman a eu du succès que maintenant je suis en Roumanie pour parler de liberté algérienne. Donc finalement, qui gagne? C'est moi qui gagne. Vous êtes fier de votre prénom parce que je sais qu'en arabe, Kamel, ça signifie parfait, achevé. Oui, mais je reste très humble. Non, ça signifie la perfection. Et ça, bon, malheureusement, on ne peut pas l'atteindre. Donc, non, je suis fier de mon nom de famille. J'espère le mériter, surtout. Si votre frère littéraire Camus se tourne toujours vers un scepticisme lucide, tempéré, vous êtes toujours révolté. Je suis toujours en colère, oui. Je n'aime pas les échecs, je n'aime pas l'impuissance, je n'aime pas l'écrasement, je n'aime pas la soumission. Je suis allergique à la soumission. Je n'aime pas la vanité des peuples qui n'ont pas réussi leur indépendance, qui parlent toujours de leur guerre de libération. Je suis d'accord, c'était une grande guerre, mais maintenant il faut construire un pays. Je n'aime pas l'intolérance, je n'aime pas le dogme, je n'aime pas les gens qui croient posséder la vérité. Je suis allergique aux gens qui croient posséder la vérité. Donc je suis en colère, oui. Il y a des choses qui me mettent en colère et elles sont nombreuses. Il y a un remède pour cette colère, pour cette révolte? Pas un remède, mais un soulagement. C'est quand j'écris, quand je rencontre des enfants, quand je vis l'amour, quand je voyage. Il y a des soulagements, mais pas un remède, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je veux quelques mots de votre part pour ce splendeur de l'amour. Je n'ai pas senti l'amour ici, dans le roman. C'est la voix de la révolte qui crie, qui domine. Tout écrivain tombe amoureux à un moment donné. Oui, ça existe. Le problème, est-ce que ça dure? Vis-à-vis de l'amour, j'ai deux attitudes. C'est ce que j'attends dans ma vie, mais c'est sur quoi j'ai beaucoup de doutes en même temps. C'est difficile. J'essaie de trouver des définitions d'après ma vie. Aimer quelqu'un pour moi, c'est paradoxal. C'est quand il n'est pas là, vous sentez sa présence. Mais quand il est près de vous, vous sentez son manque. C'est assez paradoxal. L'amour est difficile parce que j'ai vécu et je vis dans un système culturel
qui n'a pas l'amour comme valeur suprême. Mais quelle est maintenant la valeur suprême pour votre culture? La croyance, le Dieu? Non, pour moi, c'est la liberté. Hein, pour Personnellement, vous, oui. Pour moi, c'est la liberté. Sauf qu'on vit dans un système culturel, dans le monde arabe, où on a un rapport très difficile avec la femme. La femme est très malmenée dans la culture arabe. Il faut qu'on l'admette, c'est la réalité. Et quand la femme est malmenée, c'est que tout le monde va mal. Tout le monde va mal. J'ai écrit dernièrement un texte où j'ai dit, pour moi, il y a deux peuples, élus et maudits. Les peuples élus sont ceux qui ont un bon rapport avec la femme. Les peuples maudits sont ceux qui ont un mauvais rapport avec la femme. Ça, c'est clair. Et dans le monde arabe, on a un mauvais rapport avec la femme et nous en souffrons et nous en faisons souffrir les femmes aussi. Donc l'amour, il est difficile. Il faut qu'on réapprenne à aimer, vraiment. Malheureusement, en ce moment, vous êtes menacé, tout simplement. Vous êtes ciblé d'une fatwa émise par un salafiste, non? Un salafiste dangereux. Vous avez peur en ce moment? Bon, il faut que les choses soient claires. Les gens qui souffrent, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi et qui luttent beaucoup plus que moi. Qu'est-ce que vaut Kamel Daoud face à une lycéenne kidnappée par Boko Haram? Qu'est-ce que je vaux face à une femme violée en Syrie? Ma douleur, c'est honteux de dire que je suis menacé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes tous menacés. Ce n'est pas que moi. C'est une civilisation humaine qui est menacée. Vous savez, si vous êtes attrapé par Daesh, que ce soit vous ou moi ou un chrétien éthiopien qui n'a jamais connu du bonheur, pour eux, c'est la même chose. Il y a eux et il y a nous. Donc, j'estime que c'est honteux de dire que je suis menacé. Nous sommes menacés. Ça me fait peur? Oui, ça me fait peur. C'est faux de dire que ça ne me fait pas peur. Je vis avec beaucoup de surveillance. Je prends beaucoup de précautions. J'ai des déplacements qui sont surveillés, etc. Mais j'estime que je ne dois pas être enfermé dans le rôle du martyr, mais dans le rôle de Salman Rushdie aussi, avec tout le respect que je dois pour le rôle de victime aussi. Oui, ni de victime, ni de la... Vous détestez ça, j'ai bien compris. Je n'aime pas parce que j'estime que ce que font d'autres gens est beaucoup plus courageux que ce que je fais moi. Moi, j'écris. Il y a des autres qui font beaucoup plus. Donc j'estime que c'est pas... Par contre, je prends des précautions. Je prends des précautions pour ma famille parce que c'est important. Je prends des précautions quand je me déplace. Je prends des précautions quand je fais des rencontres publiques. Et c'est tout à fait normal et légitime. Mais j'en fais pas une obsession. Vous êtes l'adepte de la solution nommée révolution, révolte dans l'histoire? Non, je suis adepte de la construction d'une bonne révolution. C'est-à-dire, on ne fait pas chuter un régime si on ne prépare pas un peuple. Si on n'a pas de bonnes écoles qui produisent de bonnes élites qui prennent la relève. Oui. Parce que sinon, le dictateur tombe, mais il tombe sur nos têtes. Et c'est nous qui souffrons. Qu'est-ce que vous savez sur Ceausescu, par exemple? Alors, c'était fascinant pour nous parce que, comme pour le monde entier, ce sont des images. Vous le regardez comme un personnage très intéressant, non? Non, généralement, je suis allergique aux dictateurs. Je ne les aime pas. Ce sont des grands enfants terribles qui font beaucoup de mal. Ceausescu, quand même, c'était la première révolution, ou pas, roumaine qui a été filmée. Je veux dire, c'est des images qui m'ont marqué, j'avais 18 ans. Il s'intervenait juste après le soulèvement en Algérie, c'était quelques mois juste après. Donc on était à peu près dans la même ambiance. C'est dramatique parce que quand on voit ce qui s'est passé pour Ceausescu, la fin des dictateurs ne sert pas de leçon aux dictateurs qui arrivent. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Les dictateurs refont les mêmes erreurs, même s'ils sont voisins. Et ça, je trouve cet aveuglement fascinant. Pourquoi les dictateurs n'apprennent rien? C'est une question, d'accord. Quel est le meilleur souvenir de votre enfance? Je suis né dans une famille très pauvre, illettrée, sauf mon père. Et mon meilleur souvenir, j'ai été élevé par mes grands-parents. Selon moi, vous avez un tempérament maritime. J'ai l'impression que vous êtes inspiré toujours par la brise de la Méditerranée. Parce que je suis né au bord de la Méditerranée, dans un village qui est à 10 km de la plage. La mer fait partie de ma vie et nous faisons partie de la mer aussi. Donc les joies de l'enfance, quand je partais avec mon grand-père qui était plus ou moins bûcheron, quand je partais acheter des sardines et des poissons au bord de mer, quand je partais nager, ce sont les souvenirs heureux de ma vie. En tant qu'auteur, en tant d'écrivain, vous avez de petites routines, de manies, un stylo préféré par exemple? Autrefois j'écrivais avec des stylos à encre, j'aime bien écrire avec les stylos à encre sur des pages blanches. Il faut que Et maintenant vous écrivez sur l'ordinateur, non? Oui, j'écris sur ordinateur.
le journalisme vous apprend de mauvaises manières de table. C'est-à-dire j'écris là où je peux. Dans un train, dans une voiture, dans un café. J'écris très vite et après je laisse reposer pendant 7 minutes et je relis le texte pour le corriger. Vous écrivez en français le recueil de nouvelles, et le roman, mais je crois que vous rêvez en arabe, c'est juste? Non. Non? Non, non. Je rêve en dormant, comme tout le monde. Mais non, j'imagine et j'écris les textes en français dans ma tête, c'est pas en arabe. Non. Parce qu'en Algérie, l'arabe aussi c'est une langue étrangère. En Algérie, on ne parle pas arabe, on parle algérien. Comme en Égypte, on parle égyptien, en Arabie Saoudite, on parle. Oui, oui. Donc c'est comme le latin, on ne rêve pas en latin. On écrit, on pense en latin. Par contre, le français, non. Je rêve aussi en français, j'écris en français. J'imagine aussi en français. Enfin, c'est en même temps, c'est l'image et le mot qui viennent en même temps, il n'y a pas de séparation. Vous avez un imaginaire visuel ou acoustique, sonore? Non, visuel surtout. Visuel. Oui, oui. J'aime les images. Beaucoup, je suis très sensible aux images, pas au son. Alors, c'est un film qui se déroule dans la tête, dans votre tête, non? Le monde, c'est un film dans la tête de chacun. Donc, C'est vrai? oui. Vous aimez les personnages principaux ou les secondaires, les épisodiques? Ça dépend. Ça dépend. Vous parlez de la littérature en Oui, général? oui, bien sûr. Non, ça dépend. Mais je suis beaucoup plus sensible au style d'écriture, parfois qu'à l'histoire. Une histoire bien écrite, très bien écrite, n'a pas besoin d'histoire, paradoxalement. Borges, l'écrivain argentin, qui disait que l'histoire n'est qu'un prétexte, parfois. Ce n'est qu'une excuse pour écrire un roman. Parce que le style fait oublier parfois l'histoire elle-même. Parfois, c'est le contraire. Parfois, on tombe sur des romans qui sont écrits moyennement, mais l'histoire est splendide, elle est très belle. Donc ça dépend des écrivains. Il y a de grandes histoires de Balzac qui sont splendides, mais Balzac, le style, il est fatigant, je veux dire maintenant, très fatigant. Dostoïevski, la même chose, c'est-à-dire dans un siècle où on lit sur tablette et rapidement, très difficile de consacrer beaucoup de temps pour les frères Karamazov. Je veux dire, il faut beaucoup de temps. Mais j'aime le style. Parfois, je découvre des écrivains qui ont un style, pour moi, sublime, mais vraiment sublime. Marguerite Yourcenar, par exemple, pour moi, c'est la plus... Pour moi, a écrit le plus grand roman que j'ai jamais lu dans ma vie, Mémoire d'Adrien. Oui, oui. C'est magnifique. Quelle est votre griffe en matière du style? Courte, Oui. résonnant? Oui, court et... De manière journalistique parfois? Oui, mais avec des formules puissantes. Il faut que la formule soit puissante. Il faut séduire vite et bien, et dès le début. La première phase est importante. Vous ne caressez jamais le lecteur? Non. Non, je préfère violenter un lecteur, le réveiller, le secouer que de le caresser pour être gentil avec lui. On n'a pas le temps. Vous avez des amis littéraires parce que je suis vraiment touchée par ce discours émouvant de Régis Debray qui a fait le Laudatio pour votre Goncourt. Oui, je ne m'attendais pas à un discours aussi beau, aussi puissant. D'ailleurs, il m'a désarçonné. Je ne savais plus quoi répondre par la suite. Je trouve qu'en dehors de ma petite personne, ce discours, il est magnifique. Vraiment magnifique. Il est touchant, il est émouvant et il est d'une sincérité et d'une puissance incroyable. Quand j'ai eu à la main votre roman, je me disais, ah, c'est un règlement de compte avec le colonisateur. D'accord. Et puis, je fais la découverte. Oui, ce n'est pas un règlement de compte. Et je ne sentis ni l'hommage pour Camus, ni... Ni le contraire aussi. Et j'estime qu'il faut prendre ce qu'a dit Camus, mais continuer. Au lieu d'être toujours tourné vers le passé, d'interroger Camus. Je préfère interroger le monde, pas interroger Camus. Vous avez fait cette confession. Je ne suis pas l'homme d'un seul livre. Oui. Parce que ce livre a eu un destin exceptionnel en Algérie d'abord. Il a bénéficié d'un succès immédiat. Oui, même d'un succès commercial très très présent. En France, il a eu un succès énorme. Dans le monde, ça commence. Donc, et c'est très difficile, vous savez, d'écrire un deuxième livre après avoir signé un livre qui a eu énormément de succès. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas l'homme d'un seul livre. Il faut que je me mette au deuxième et au troisième et au quatrième. Votre littérature vous a donné de la richesse. Vous êtes riche maintenant. Je voyage grâce à votre lettre. Ah, vous parlez d'argent? Oui. Ben, c'est important, bien sûr que c'est important. Parce que l'argent permet d'acheter du temps. Oui. Et j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune de ne pas avoir assez d'argent. J'ai beaucoup travaillé dans le journalisme pour pouvoir gagner ma vie. Mais c'était du temps perdu pour la littérature. Mais la célébrité médiatique
elle vous a donné de l'argent. Oui, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Il faut garder une distance prudente. J'ai eu une chance, parce que je suis journaliste. Donc je sais comment fonctionnent les médias. Donc j'essaie de garder de la distance. Même en France, je ne fais pas trop d'interventions. On m'invite partout, dans les plateaux télé, etc. Je choisis 1, 2, pas plus. Je ne fais pas beaucoup. Parce que j'estime que mon métier, c'est d'écrire, c'est pas de jouer les stars médiatiques. C'est pas important. L'important, c'est ce qu'on fait. Moi, j'admire beaucoup votre vigilance de journaliste, votre vitesse de réaction. Je vous demande quelques mots, une opinion sur la fascination exercée par le nouveau califat, par cette faction terroriste Daesh. Vous savez, Daesh, c'est la barbarie de notre temps. Oui. Et c'est une monstruosité. Et c'est une monstruosité qui a été rendue possible par plusieurs raisons. Il y a eu l'agression américaine dans un pays, dans une région très instable où il ne fallait pas mettre le pied d'une manière aussi brutale. Il y a le développement du wahhabisme, c'est-à-dire de l'intérim religieux par l'Arabie saoudite. Il y a l'échec philosophique dans le monde arabe. Il y a l'échec politique des régimes arabes, donc les populations vont vers le modèle religieux plutôt que vers le modèle laïque. Vous avez expliqué cette fidélité vers Daesh par la notion de restauration. Oui, ça c'est important dans la pensée politique islamiste. Ils rêvent toujours de restaurer le temps passé. Donc ils rêvent de restaurer le califat. On a la nostalgie d'un moment zéro de l'histoire, non? Exact. Exact. Ils rêvent de restaurer le moment de gloire, l'âge d'or des musulmans. Vous avez vu, Daesh utilise même une carte qui remonte au XIIe, XIIIe siècle. Je veux dire, ils n'utilisent même pas la cartographie de maintenant. Pour eux, la géographie, c'est comme celle du XIIIe siècle. Ils veulent annuler le temps et reprendre à zéro. Vous savez, Daesh, ils sont très puissants en matière de propagande. Les régimes fascistes sont toujours en avant en termes de propagande. Daesh, ils sont très intelligents en matière de propagande. Vous avez vu comment ils filment les exécutions. Abu Bakr al-Baghdadi, Bagdad. Donc c'est l'âge d'or, et Abu Bakr c'est l'héritier, le premier calife de l'âge d'or musulman. Donc il veut jouer sur l'inconscient en disant qu'on reprend à partir du moment zéro, du moment pur, du moment où nous étions forts, où nous étions puissants, où nous étions admirés. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi. Kamel Daoud, dans toutes les photos de presse, j'ai découvert une figure alertée qui ne sourit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne me l'a pas demandé. Parce qu'on ne m'a pas demandé de sourire quand Non, je plaisante, j'aime bien sourire, sauf que les photographes, à un certain moment, ils vous prennent des photos, vous ne savez même pas. Autre chose, certains photographes me demandent de ne pas sourire parce que j'ai les yeux bridés. Quand je souris, ils me disent que tes yeux disparaissent. Donc, quelle coquetterie. Exactement. Oui. Mais en tout cas, ce matin, je mérite un sourire, un petit sourire. Ah ben, j'ai un grand, vous l'avez. Oui. Merci beaucoup. C'est pas un au revoir, c'est un bonjour. En attendant le futur livre, je vous souhaite succès et beaucoup de gloire littéraire. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre pays, dans votre émission. Et comme vous le dites, ce n'est pas un au revoir parce que dès l'apparition de l'édition roumaine, je vais revenir aussi en Roumanie probablement. Si vous devez laisser dans une chroniquette une impression sur la Roumanie. Je vais faire une chronique sur la Roumanie demain. Donc, oui, je vais faire ça. Ce qui est incroyable chez vous, enfin, parce que je vis en vase clos, en même temps, on a toujours des premières impressions. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un peuple calme et accueillant? Vous faites des révolutions de temps en temps, mais entre les deux, vous êtes calme. Non, c'est le calme qui vient après vent. Et tempête. Oui. D'accord, j'avais compris. Oui. Mais pour le moment, vous êtes calme et accueillant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui. Mulțumim tare mult, dar am și o surpriză. Reni Iotova, te rog să vii. Este cea care l-a adus pe domnul Daoud în România. Te rog. Vreau să-ți fac cunoștință cu ea. Mai am o surpriză. Adriana, te rog. Mulțumim tare mult. C'est mon ami, je le connais. Bonjour. Asta este. Vă mulțumim foarte mult. Merci beaucoup encore une fois. C'était notre dernière édition du programme. Ah, d'accord. Ok. Ben, merci de m'avoir accueilli, surtout. C'était un plaisir pour nous. Poza de final, vă rog. Poza de final de sezon cu
promisiunea că revenim în grila de toamnă și cu invitația de a intra pe pagina noastră de Facebook și să ne urmăriți la vara în reluare. Mulțumim mult!